Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer au niveau de la technique que vous voyez bien la première slide qui s'appelle Fidéliser les bénévoles, module 2 sur 2, Oui, et que si je vois fais bien. défiler, vous voyez bien maintenant le programme? Oui, ça s'affiche bien. Oui, c'est bon. Super, très bien, merci. Si à un moment vous ne voyez plus défiler ou que vous sentez qu'il y a un souci, n'hésitez pas à m'interrompre hein, pour être sûr que vous ayez bien accès à tout ça. Donc du coup, on est ensemble ce soir donc, pour le module 2 de cette formation, animer et fidéliser un réseau de bénévoles. Donc on va commencer tout de suite, juste après la présentation du programme, par un petit retour sous le module 1, pour voir si vous avez des questions qui vous sont venues depuis le précédent module, si des actions ont été menées, s'il y a des interrogations, des choses que vous souhaitez qu'on réinterroge tous ensemble. Ensuite, on reprendra, on avait terminé la dernière fois par le parcours d'intégration du bénévole, donc on va reprendre par ce volet-là. Et puis, on va passer au document cadre du bénévolat. L'idée, c'est de vous donner voilà, quelques documents qui peuvent vous aider dans l'encadrement des nouveaux bénévoles, et notamment quand on prend des bénévoles ponctuels, hein, ce qui fera le lien avec notre point suivant. Et puis, on verra sur le gros de notre module d'aujourd'hui, qui est valoriser et fidéliser les bénévoles. Donc, toutes les techniques qu'on peut utiliser pour essayer de les garder parmi nous une fois qu'on les a trouvés. Hein, puisque le précédent module, c'était comment les trouver, les faire venir à nous. Là, on part du principe qu'on en a quelques-uns qui viennent, qui se présentent. Et donc, l'objectif de ce module, c'est comment les garder et faire qu'ils s'épanouissent au sein de notre association. On est ensemble pour une durée d'environ 1h30. Donc, a priori, jusque 18h30, on va tout faire pour tenir ce timing. Donc, on va commencer tout de suite par le tour de table. Je vais arrêter le partage le temps qu'on fasse le petit tour d'écran, parce que ce sera plus sympathique, on pourra mieux se voir. Je vais vous donner la parole dans l'ordre de mes écrans qui s'affichent, comme ça évite voilà, les politesses de dire qui commence, qui parle. Donc tout de suite la parole à Elisabeth de Charleville-Mézières. Vous avez le micro coupé, Elisabeth. Oui, bonjour à tous. Eh bien, moi, ce que nous avons fait, enfin, ce que j'ai fait, enfin, je ne les ai pas fait passer, mais on a commencé à faire des annonces sur un réseau d'étudiants, hein, puisque nous, on a un projet avec les étudiants sur Charleville-Mézières qui se trouvent un peu en difficulté. Donc, on a commencé à demander des candidats en fait pour créer des soutiens entre étudiants. Et le projet avance vers peut-être la mise en place d'une association d'étudiants autour d'ailleurs des objectifs de développement durable. Hein. Donc, le projet qui se concrétise, c'est que parallèlement à nos besoins à nous, eux, entre étudiants, ils vont s'organiser. Donc, peut-être qu'ils suivront d'ailleurs ces modules de formation. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alexia, est-ce que vous avez des questions ou des retours par rapport au précédent module? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit récapitulatif aux bénévoles, aux membres du CA notamment. Et il y en a un qui s'occupe un peu de tout ce qui est accueil des bénévoles, etc. Et du coup, comme on avait vu en formation, ils ont dit qu'il faut vraiment qu'on vise des missions. Et il faut qu'on se pose pour le faire. Et après, je vous ai envoyé les documents et on a pris en compte tout ce qui est ressorti. Et pareil, on a une jeune bénévole, on en a quand même, qui a un master en com. Et je vais voir avec elle pour qu'elle nous refasse tout ça. Voilà. Très bien. Super, merci beaucoup. Après, je continue à donner la parole. Alors, si pour certains, vous n'étiez pas là au précédent module, vous pouvez peut-être quand même juste allumer votre caméra pour vous présenter et nous dire pourquoi vous rejoignez cette formation. Donc, Agnès de Canoptère. Alors, je suis désolée, je ne peux pas allumer de caméra parce que je n'ai pas de caméra. D'accord. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Parce que chez moi, le son est très haché, en fait, de ce que j'entends de ce que vous dites. Non, on vous entend. Peut-être que c'est un problème de connexion de réseau à votre niveau. Ouais, c'est possible. Alors, désolée, j'ai pas mieux là. Donc,
Moi, j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt la première session. Ceci dit, il faut avouer que pour l'instant, la fidélisation, le recrutement de bénévoles, c'est pas notre priorité et donc on a eu plein d'autres choses à faire. Donc, je suis avec tout à fait beaucoup d'intérêt, mais j'ai pas vraiment mis en pratique. Enfin voilà, on avait d'autres choses urgentes à faire et on en a encore quelques-unes pendant les semaines qui viennent. Mais voilà, je ferai suivre aux autres membres du conseil collégial tout ce qu'on aura appris pendant ces 2 sessions. Merci. Oui, pas de souci, pas de pression par rapport à ça, hein. Tu n'es pas obligé de faire des choses entre le premier module et le deuxième module, hein. On fait chacun en fonction de ses possibilités d'association et les modules sont visionnés en replay sur notre chaîne YouTube si vous voulez les partager à d'autres membres de votre conseil d'administration. Anne-Marie. Oui, donc moi, je n'ai rien à dire non plus, hein, je n'ai rien mis en pratique depuis la dernière fois et j'ai à peine réfléchi sur le sujet depuis la dernière fois. Voilà, désolée. Aucun problème. Sophie de la Matramie. Oui, donc nous, c'était prévu un peu de plus longtemps que ça, mais donc on a pris rendez-vous avec l'Est républicain qui a publié un article sur l'association pour diffuser un appel à bénévoles en Meuse. J'ai eu énormément de retours positifs des bénévoles déjà présents à la Matramie qui sont très contents de l'article et moi aussi je suis très contente de l'article. Par contre, on n'a pas eu un seul coup de fil ni un seul mail de nouvelles personnes, donc je sais pas, un peu déçue. Et sinon, on avait déjà diffusé un peu un appel à bénévoles sur les réseaux sociaux, des affiches, des flyers, et j'ai l'impression que ça prend pas. Et donc là, je me sens un peu dépitée. Parce que je pensais vraiment que l'Est républicain, ça toucherait un public cible, en fait, plutôt des personnes retraités au niveau local qui auraient du temps à nous accorder. Et là, je sais pas. Voilà. Ok, je comprends que ça peut être des fois un peu frustrant. Après, dans la Meuse, c'est pas forcément non plus facile en termes de vivier de bénévoles. Donc, il y a peut-être des autres choses un peu spécifiques à creuser, à réfléchir, hein. Peut-être qu'on pourra aussi avoir un échange plus bilatéral pour chercher d'autres stratégies si les conseils généraux que je vous avais dit la dernière fois ne fonctionnent pas. Je vais continuer le tour d'écran. Gérard. Oui, bonjour. Pour ma part, actuellement, je retiendrai de la dernière fois ce qui me paraît pour moi le plus intéressant, c'est de communiquer au travers des bulletins municipaux. Dans la mesure où j'habite un village, et dans les villages, ce bulletin municipal, quand il est fait et bien fait, est quand même lu par tout le monde. Et je pense que ce moyen-là est quand même très intéressant en termes de communication quand il s'agirait de recruter et de voir un petit peu, d'abord se faire connaître, hein. Et puis, bien sûr, il y a les écoles que je retiendrai. Mais pour autant, étant donné que notre association aujourd'hui a été constituée pour œuvrer des projets au Burkina Faso, il va sans dire qu'aujourd'hui, si nous avons tout dans les mains, on ne sait rien faire à l'heure actuelle. C'est toutes nos difficultés actuellement, c'est-à-dire qu'on a réuni les moyens, on a pris des décisions, on a des projets qui sont prêts à démarrer, on a l'argent pour œuvrer, on a tout qui est réuni, sauf que tout est bloqué. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Donc, il va sans dire qu'aujourd'hui, tant que je ne pourrai pas démarrer quelque chose là-bas, eh bien, on ne peut pas trop avancer chez nous parce que notre avenir dépend d'eux, hein, c'est-à-dire de ce pays actuellement. Il va sans dire que si on savait réaliser quelque chose là-bas, on aurait des forces extraordinaires pour se communiquer chez nous et d'attirer des gens avec nous. Et on est suspendu à la situation que vivent les gens là-bas. Alors qu'on a mis du temps pour se mettre en route, maintenant qu'on a tout qui est prêt, on est bloqué. Donc, c'est vraiment de malchance qu'on fonctionne actuellement. Mais j'ose espérer que sitôt la situation qui nous permettra d'agir, on aura les moyens de communiquer à partir de ce qu'on aura su réaliser, n'est-ce pas? Donc, je retiens quand même de la première plateforme que nous avons assistée l'autre jour, c'est que les communes ont besoin d'associations pour exister et je crois qu'il faut communiquer au travers des communes quand on habite des moyennes communes. Hein, on n'est pas dans une ville, on a des communes de 1000 à 2000 habitants et donc déjà là, on peut trouver pas mal de bénévoles dans des réunions de fête
et surtout dans les bulletins municipaux et par le bouche à oreille. Donc, très localement, on saurait se développer, mais dès lors qu'on a su faire quelque chose de crédible là-bas, pour montrer que nous sommes compétents et que ce qu'on fait va directement aux besoins de la population. Donc, on est un peu particulier, cette situation nous paralyse beaucoup. On dépend d'eux, comme je leur ai dit, c'est eux qui nous font vivre, c'est pas nous qui allons les faire vivre. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, mais ceci dit, tout l'intérêt de participer, d'écouter vos propositions, parce qu'on aura besoin le moment venu. Merci. Très bien, merci pour cette contribution. Virginie. Je vois que vous mettez votre casque. On va vous laisser mettre votre casque tranquillement. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre le temps que vous mettiez votre casque. Yao Kalépé. Ok, bonsoir tout le monde. C'est ma première fois de participer à la formation parce que je l'ai eu tout dernièrement. Et je vais me présenter. Je suis Yao Kalépé. Je suis directeur d'une association humanitaire qui œuvre au Togo et au Bénin dans le domaine de l'éducation, la santé, le social, la culture et le tourisme. Et nous recevons les bénévoles, entre guillemets, un peu européens, c'est-à-dire les étudiants qui veulent venir faire le projet humanitaire en Afrique avec notre association. Et on a toujours eu depuis plus de 10 ans. Donc, quand j'ai vu cette formation et j'ai vu le thème animer un réseau de bénévoles et les fidéliser, ça m'a vraiment intéressé. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir cette formation pour pouvoir fidéliser les étudiants ou bien les bénévoles occidentaux que nos associations ont toujours eu en Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis présent parmi vous. Merci. Merci à vous. J'espère que vous trouverez des éléments qui vous conviendront pour cette formation parce qu'on va parler peut-être de certaines choses qui vont s'appliquer qu'en France. Les documents cadres, les chartes, tout ça, ça vous concernera peut-être un petit peu moins. Mais voilà, vous êtes dans tous les cas le bienvenu. Et puis j'espère que dans tout ce qu'on dira pendant 1h30, il y aura quand même quelques petites choses qui pourront s'appliquer au Togo et au Bénin. Oui, c'est sûr que d'autant plus que nos associations sont aussi de la loi 1901. Comme la France, c'est pas chose. Donc, je pense que ce qui serait bien pour vous en France serait bien pour nous ici aussi. Merci. Virginie, est-ce que votre casque fonctionne? Si oui, vous avez la parole. Alors, on voit vos lèvres bouger, mais on ne vous entend pas. Bon, bah, écoutez, je vous laisse nous écrire un petit mot dans le chat. En attendant, je vais donner la parole à Moumina Journée de Dromadaire Blanc. Moumina, on voit vos lèvres bouger, mais on ne vous entend pas. Je pense que votre micro est coupé. Oui, c'est vrai. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Moumina Journée. Je suis la présidente de l'association Dromadaire Blanc. Ben, enchantée, Leïla, je vous vois, parce qu'on échange par mail. C'est la première fois que je vous vois. Donc, notre association, c'est une association de solidarité aussi internationale. C'est une association franco-djiboutienne. Donc, ben, en fait, la première session, nous, on n'était pas là. Et c'est par curiosité, en fait, que je voulais suivre cette formation. Donc, voilà, c'est pour apprendre et voir un petit peu ce qu'on peut faire aussi. Parce que notre association a que 3 ans et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'adhérents. Mais c'est un peu particulier aussi, en fait, les adhérents, c'est que les amis pour l'instant. La famille, les amis, les gens autour de nous et bah, pourquoi pas, avoir plus d'adhérents et apprendre comment il faut, bah, déjà, les recruter et fidéliser après.
Très bien. Merci beaucoup d'être présente ce soir. Si vous voulez, vous pourrez regarder après en replay sur notre chaîne YouTube le premier module qui donnait quelques pistes pour recruter des bénévoles. Ça pourrait être complémentaire à ce qu'on va parler ce soir. Et puis la dernière personne, si je n'ai oublié personne, c'est François. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Bonsoir. Donc, alors, je ne sais pas c'était quoi les questions, Laïla, excuse-moi, mais parce que je vous ai rejoint en cours de route. C'était qu'est-ce que ça a avancé depuis le module 1 qu'on a fait la dernière fois ensemble? Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues ou est-ce qu'il y en a certains qui avaient fait des flyers ou des articles qui nous ont partagé des choses? Donc, quoi de neuf depuis le module 1? Est-ce que ça vous a servi concrètement ou pas? Ça va nous servir parce qu'on a une réunion la semaine prochaine. Pour autant, donc, dans les temps d'échange informel à l'heure actuelle, il y a déjà justement un travail de réflexion qui est mené sur l'élaboration d'un flyer, puisque pour les autres participants, je rappelle, on est sur une association de développement social local. Donc, en termes de couverture de territoire, on a plusieurs communes. Et donc, les communes sont aussi intéressées à ce que ce flyer soit apparent dans les magazines municipaux. Donc voilà, donc semaine prochaine, on a un temps de travail effectivement sur les axes de communication qu'on va utiliser pour sourcer, on va dire ça comme ça, de nouvelles forces bénévoles. Super, très bien, merci beaucoup. Dans la complémentarité de pourquoi la réunion est semaine prochaine, c'est qu'on voulait aussi utiliser le temps d'aujourd'hui qu'on va avoir ensemble pour enrichir ce temps de travail. Très bien. Merci beaucoup pour votre partage. Donc, Virginie, qui n'arrive pas à parler, n'a pas de son, hein, vous pouvez écrire dans le chat si à un moment ou un autre. Voilà, je serai votre voix. En tout cas, on va aller ensemble tout de suite sur cette formation. Et donc, du coup, je vais vous repartager l'écran pour que vous puissiez voir le PowerPoint. Hop. Voilà. Comme d'habitude, je vous laisse me dire, hein, parce que la dernière fois, on a eu un petit souci, je parlais, mais ça ne défilait pas. Donc maintenant, je m'en assure. Là, vous devez voir quelque chose qui est marqué partie 1, tour de table et retour sur le module 2. Et je clique et vous devez voir maintenant partie 2, le parcours d'intégration du bénévole. Vous me confirmez que la technique fonctionne? C'est tout bon. C'est tout bon. Alors, on enchaîne. On enchaîne, donc on reprend le parcours d'intégration des bénévoles. Donc la dernière fois, on avait terminé par ça et je vous partageais donc un exemple de parcours d'intégration des bénévoles, donc de la Croix-Rouge française, unité locale de Lille, alors qui est pas forcément applicable dans toutes les associations, mais qui va nous donner quelques pistes dont on va parler ensuite. L'idée, c'est qu'il y a un premier contact pour alors eux, c'est des réunions de recrutement collectif, parce qu'ils ont tellement de personnes qui se présentent à la Croix-Rouge, et c'est très connu, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent être bénévoles, qui les reçoivent de manière collective. Tout à l'heure, on parlera peut-être aussi d'entretien individuel, parce que parfois, les bénévoles, ils arrivent un par un, et donc on n'aura pas la même modalité d'accueil. Mais là, en l'occurrence, ils font des réunions de recrutement où ils proposent une rencontre où tous les potentiels bénévoles viennent en même temps. Et après, tout de suite après, le lendemain ou 48 heures après, il y a des chargés de recrutement, donc des bénévoles internes à l'association, qui sont en charge justement de suivre les potentiels nouveaux bénévoles, qui vont passer un coup de fil pour dire aux bénévoles aux potentiels bénévoles qui étaient venus à la réunion, qu'est-ce que vous avez pensé de la réunion? Est-ce que vous voulez vous engager? Et si la personne dit ah oui, ça m'a bien plu, j'ai envie de rejoindre vos équipes, très très vite, dans la semaine suivante au plus tard, on va proposer une première action. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure, qui est assez important parce que, en fait, les bénévoles, ils aiment bien assez vite être mis en action concrète. Et le problème, c'est que si on fait une campagne de recrutement des bénévoles, puis qu'ils viennent, puis qu'ils disent que nous, on dit là, pour le moment, on n'a pas grand-chose à proposer, on aura peut-être une collecte en mai, on aura peut-être quelque chose qui est très loin, on les perd. Vraiment, l'idée de transformation pour que la personne se sente bénévole, c'est qu'elle puisse avoir une mise en action concrète assez rapidement. Après, donc, il propose un accompagnement par un parrain ou une marraine, donc une personne interne à l'association qui va accompagner le bénévole en binôme et qui va lui permettre de s'intégrer. Donc ça, c'est aussi une pratique qu'on en parlera un peu dans ce module, qui peut être intéressante. C'est pas forcément
ni le président, enfin voilà, ça peut être une personne qui change en fonction du bénévole que vous avez identifié. On en avait un peu parlé la dernière fois. Si votre nouveau bénévole qui arrive, c'est un jeune, ça peut être sympa que ce soit un jeune qui fasse le parrain ou la marraine. Après, ce n'est pas obligé, ça peut aussi être très intéressant d'avoir une dynamique transgénérationnelle et que ce soit quelqu'un d'un peu plus âgé qui l'accompagne. Mais l'idée, c'est de réfléchir et de positionner un parrain ou une marraine qui correspond un peu au profil du bénévole qui arrive. Après, eux, ils ont des modules de formation, donc de e-learning, donc des formations en ligne. Moi, je vous en proposerai tout à l'heure quelques-unes qui existent, qui sont généralistes. Sinon, il y a peu d'associations qui ont les moyens d'avoir leur propre module de formation en ligne. Donc, ça peut être aussi des formations plus classiques en présentiel ou autre. Et je vous donnerai quelques pistes de formation gratuites qui peuvent être proposées à vos bénévoles. Et ensuite, vous voyez, en semaine 4, il devient adhérent. Donc là, c'est important, on va en parler tout à l'heure, de transformer un bénévole en adhérent, c'est-à-dire qu'il va payer l'adhésion à votre association. Et puis, là, dans le cadre de la Croix-Rouge, il y a un uniforme, il y a des outils informatiques, etc. Enfin, quelque chose d'un peu vraiment très corporate au sein de votre association. Et dans les semaines qui suivent, il y a des points d'étape avec le parrain et la marraine, découvrir d'autres activités que l'activité par laquelle le bénévole est rentré, des formations complémentaires, et puis au bout de 6 mois, on considère qu'il est pleinement intégré au sein de l'équipe de l'association. Donc, un petit parcours qui n'est pas forcément applicable partout pareil, on est bien d'accord, mais qui peut nous donner quelques pistes et qu'on va creuser ensemble. Donc là, je défile, je passe à l'entretien de premier contact. Donc on part du principe que grâce à un peu toutes les pistes qu'on a évoquées lors du module 1, vous avez quelques personnes qui se présentent à vous en disant j'aimerais peut-être être bénévole. Oui, j'entends un petit bruit. Non, c'est pas une question. Ok. Donc, lors de cet entretien de premier contact, on va chercher à faire connaissance, donc à se découvrir de manière bilatérale, et puis donc du coup de présenter l'association, son histoire, ses valeurs, ses activités, et de donner envie de rejoindre vos équipes. C'est important en fait d'avoir une approche globale sur la personne et de lui demander, donc toujours dans cette optique de faire connaissance, quels sont ses centres d'intérêt en dehors de l'associatif en fait, sa motivation, pourquoi elle veut faire du bénévolat, combien de temps elle a de disponible, quelle est sa situation personnelle, est-ce que c'est une maman avec des jeunes enfants, un retraité ou une personne active, est-ce qu'elle a à temps partiel, temps plein, etc. Donc l'idée c'est qu'il ne faut pas que ça fasse trop interrogatoire non plus et que derrière il n'y ait aucune notion ni de jugement ou autre, mais de bien connaître un peu la personne qui se présente à vous pour que vous puissiez lui proposer quelque chose qui correspond bien à ses attentes et à vos possibilités. Et puis, on termine cet entretien de premier contact en fixant les étapes à venir et en disant, voilà, bon, on a échangé ensemble, maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est la semaine prochaine de faire ça, ou de rencontrer telle personne, ou de venir avec nous là, etc., mais de donner en fait vraiment une mise en application concrète. On ne reste pas sur on vous rappellera. Voilà, parce que les bénévoles, comme on en avait parlé lors du premier module, ils ont plein de possibilités de bénévolat. Il y a plein d'associations partout qui cherchent des bénévoles. Et donc, si on n'arrive pas à les attraper et à faire ce petit truc en plus, ils iront chez une autre association qui aura peut-être su justement mieux répondre à leurs attentes. Donc, c'est important de prendre ce temps de bien faire connaissance avec le bénévole, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il veut faire, mais aussi vous, de bien présenter votre association, votre histoire et qui vous êtes. Et donc, quelques petits conseils par rapport à cet entretien de premier contact, d'être accueillant, souriant, mais ça on s'en doutait, mais d'avoir le temps pour cette rencontre. Parce que parfois on organise ça, puis en fait finalement à 17h, il faut qu'on aille chercher les gamins à l'école, ou bien on a une autre contrainte personnelle ou autre, et on va un peu raccourcir en fait cet entretien de premier contact. On dit toujours c'est important de faire une première bonne impression. C'est important d'avoir vraiment ce temps où la personne, on dit ok, j'ai du temps pour toi et tu as toute mon attention. Donc, je ne suis pas en même temps en train de répondre au téléphone ou de faire un SMS ou d'abréger parce que j'ai quelque chose à faire derrière. On est vraiment sur un temps de rencontre de qualité. Le lieu aussi où on va accueillir est important. Je vous propose un café, un verre d'eau. Le bureau est rangé, c'est un lieu à peu près calme. Il n'y a pas des personnes qui rentrent toutes les 5 minutes dans le bureau. Si vous arrivez à avoir ce contexte-là, c'est aussi mieux pour justement créer cette relation interpersonnelle de qualité. Si c'est possible, vous asseoir à côté de lui, pas en face, à côté de lui du bénévole, parce que c'est pas un entretien de recrutement. Et que parfois, moi je l'ai vu dans des associations que j'ai accompagnées, un potentiel bénévole qui arrive
et il y a 3 personnes qui sont face à lui en randonnion de l'autre côté du bureau et qui lui posent des questions en disant « Non, mais vous serez disponible, hein, non, mais vous voulez faire ça, oh, mais ça, on n'a pas besoin de ça, etc. » C'est le pire truc pour faire fuir un potentiel bénévole. Il faut vraiment lui montrer justement que on n'est pas sur un recrutement, mais on est vraiment sur ce temps de rencontre et qui doit être bénéfique à la fois pour le bénévole comme pour l'association. Donc c'est un petit conseil que je vous donne, si c'est possible dans l'agencement, de ne pas être justement sur ce format d'une personne derrière un bureau qui fait penser à un entretien d'embauche. Après, en fonction de vos espaces, si vous avez des petits canapés avec une table basse, c'est encore mieux. Parfois, vous n'avez pas de local d'association, donc ça va être chez le président ou chez le trésorier ou autre. Là aussi, c'est facile de créer un peu ce contact un peu sympathique. Donc, essayez de le penser en amont de la rencontre. Où est-ce que vous allez rencontrer le bénévole et comment. Et puis, un autre petit conseil, d'aborder votre interlocuteur comme un membre de votre association, en l'incluant dans vos phrases. En fait, en disant, nous ferons ça au mois de mai. Au mois de mai, on aura une collecte qu'on pourra faire ensemble. Et en fait, en disant on fera et en parlant de lui comme s'il était déjà dans l'équipe, ça va l'aider à se projeter en fait. Ça va l'aider à se dire si je suis au sein de l'association, ça se passe comme ça. Et puis en même temps, c'est très sympathique pour lui. Ça montre qu'il est déjà plus ou moins intégré dans vos projections. Le déroulé, alors bien sûr, le PowerPoint, vous l'avez après, hein, donc vous n'êtes pas obligé de prendre en note tout ce que je dis. De manière générale, vous prenez aussi ce qui vous correspond, hein, vous piochez dedans ce qui vous va, ce qui vraiment vous le laissez de côté. Mais donc, quelques propositions sur le déroulé. On se présente, on remercie d'être venu, on met à l'aise, c'est pas un entretien d'embauche, nous faisons connaissance, et puis on pose des questions, pas des questions ouvertes, enfin pas des questions fermées, des questions ouvertes, pour que la personne se présente. Par exemple, est-ce que vous avez déjà été bénévole? Quelles sont vos disponibilités? Quelles sont vos attentes? Pourquoi vous nous rejoignez? Est-ce que vous connaissez des personnes que vous êtes arrivés? Enfin voilà, on pose des questions un peu comme ça de manière générale, en étant posé et sans laisser entendre derrière de sous-entendus de ce qu'on aimerait bien. C'est pas toujours facile, mais il faut vraiment s'astreindre à ça. Et puis ensuite, on disait tout à l'heure, prendre le temps de présenter l'association, son projet associatif, ses principes et ses valeurs. De même qu'on va enchaîner après sur des activités concrètes, et puis on disait le déroulement de l'intégration des bénévoles, donc les prochaines étapes. C'est important de prendre le temps, parce que parfois, quand on est dans son association, un peu la tête dans le guidon, on a l'impression qu'elle est connue, et notamment pour les associations un peu célèbres. Je pense au cas là, on parlait beaucoup de la Croix-Rouge. J'ai vu des personnes de la Croix-Rouge qui disaient « Bon, la Croix-Rouge, je ne vous présente pas, vous connaissez déjà. » Eh bien non, on ne fait pas ça. On prend vraiment le temps de présenter l'association parce que parfois, la personne qui vient, elle connaît un petit bout seulement en fait, de l'association. Et quand vous allez dire, je prends un exemple, la Matramie, en plus de faire des cours de français langue étrangère, on propose aussi des ateliers cuisine avec les migrants et puis des journées conviviales où elle va dire « Ah ben tiens, moi je connaissais que le français langue étrangère, la cuisine j'adore, je suis passionnée de cuisine et ça se trouve vous allez la récupérer sur une autre activité. » Donc c'est important de prendre le temps de présenter en détail un peu tout ce que vous faites. Et puis, vous pouvez aussi présenter, dire qui c'est qui a créé l'association, depuis combien de temps elle existe. Voilà, ça peut aussi permettre d'incarner un peu une association dans des personnes, de dire voilà, qui l'a créé. C'est Michel, tenez, il est là justement. Enfin voilà, ça donne un peu de corps à votre présentation. Et puis ensuite, on va chercher à interroger l'adéquation entre les besoins de l'association et son envie, en lui disant, est-ce que vous avez réfléchi au type d'engagement et de mission qui vous plairait? Et ça, c'est un peu la partie un peu difficile de l'exercice, c'est que vous avez des besoins dans votre association, vous avez besoin de bénévoles pour certaines choses. Et s'il y a quelqu'un qui vient et qui vous propose quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous vouliez au départ, ça peut parfois être un petit peu difficile. Imaginons, vous avez besoin de personnes pour faire des activités très concrètes d'animation auprès d'enfants ou auprès de public, etc. Et vous avez une personne qui vient et puis qui vous dit moi, ce que j'aime, c'est l'ordinateur, je ne suis pas à l'aise de parler face à un public, je suis un peu timide, hors de question que je parle devant des gens, je perds tous mes moyens. Vous allez vous dire zut, ça ne correspond pas du tout à mon besoin. Mais en fait, si vous prenez le temps de réfléchir, vous allez vous dire tiens, et de creuser un petit peu, vous allez lui dire je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous connaissez un peu l'utilisation des réseaux sociaux? Puis si la personne vous dit oui, moi c'est vraiment mon truc, vous lui dire on avait envie de lancer une page Facebook pour notre association, est-ce que ça vous dirait pas? Et ça se trouve, vous allez répondre à un besoin de votre association parce que vous aurez pris le temps d'aller un petit peu plus loin que votre besoin de base. Et donc c'est important d'essayer de réfléchir. Si vraiment ça colle pas, que la personne vient vous voir en disant moi ce que je veux faire à tout prix c'est je sais pas, du microcrédit,
qui vous dit, bah oui, mais on n'a pas du tout le microcrédit dans notre association, hein, je prends un exemple, et on n'a pas du tout le projet de le développer, c'est aussi, ça peut aussi être possible dans le cas d'un entretien de premier contact. Et il suffit de se dire, bah, pour le moment, on n'a pas de choses pour répondre à votre besoin, on laisse la porte ouverte, vous pouvez revenir s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, mais l'entretien de premier contact peut aussi se conclure par, on ne fait pas de bénévolat ensemble. Hein, il faut aussi avoir ça en tête et il faut vraiment se le laisser ouvert dans les deux sens, que ce soit le bénévole, il peut dire à la fin, bah, finalement, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je ne souhaite pas venir, et l'association peut aussi dire, bah, en fait, peut-être que ça ne marchera pas, que vous seriez mieux dans telle autre association. Et donc, on termine, on le disait, hein, en proposant un prochain rendez-vous. Donc, soit l'idéal, c'est une action concrète, 1 ou 2 semaines après, pas plus, on le disait tout à l'heure, hein, vraiment une mise en action très rapide. Ou alors, si ce n'est pas possible, si vous n'avez pas d'action concrète dans les 2 prochaines semaines, une rencontre de l'équipe. De dire, bon, bah, ok, ce qu'on vous propose, c'est de venir dans 2 semaines, on a une rencontre, tous les bénévoles de l'association, puis on pourrait vous présenter, puis discuter tous ensemble, est-ce que vous êtes ok? Donc ça, c'est une étape qui est assez proche et qui est très concrète pour lui. Et du coup, si le bénévole décide d'être bénévole chez vous suite à l'entretien de premier contact, il peut aussi se projeter et il sait tout de suite ce qu'il va faire. Si c'est le cas, si on se dit, bah oui, ok, je viendrai dans 1 ou 2 semaines, ça m'intéresse, j'ai envie d'essayer le bénévolat dans votre association ou autre, s'il vous répond ça, vous prévenez l'équipe de l'arrivée d'un nouveau bénévole. Et vous organisez un petit pot d'accueil ou autre pour faciliter son intégration. Ça peut être juste un café, hein, ça n'a pas besoin d'être un pot d'accueil grandiose, mais c'est important d'avoir ce petit marqueur sur l'arrivée des nouveaux bénévoles, et notamment parce que parfois on voit dans certaines associations une réunion où il y a un autre qui arrive, et puis tout le monde se regarde en disant bah, c'est qui celui-là? Ah bon, on ne savait pas qu'il y avait un nouveau. Bref, alors là je parle plutôt de grosses associations où ça défile pas mal, hein, dans les petites structures pour certains d'entre vous ça ne serait pas le cas. Mais d'avoir en tête que l'idée d'avoir un petit pot institutionnalisé, ça aide à l'intégration des 2 côtés, à la fois pour l'équipe de bénévoles, les vieux briscards qui ont l'habitude de faire tourner la boutique et puis qui ont peut-être vu hein, dans l'historique de l'association passer plusieurs bénévoles, et voilà, mais aussi pour le bénévole qui arrive et qui va se sentir intégré. Si vous avez des goodies, donc les goodies, vous savez, c'est les petites choses de votre association, les petits stylos, les tote bags, enfin voilà, les petits cadeaux pas chers qu'on peut avoir pour faire connaître son association, bah, vous lui en offrez le jour de son arrivée. Et puis, l'idée brillante, la lumineuse, la petite ampoule, ce qu'on parlait tout à l'heure, le parrainage pour faciliter son intégration dans l'équipe. Parce que quand le bénévole arrive, il va se retrouver face à 5, 6, 7 personnes, en fonction du nombre de personnes de votre association en bénévole actif, le président, etc., qui sont souvent des personnes qui connaissent bien la boutique, mais qui vont être un peu peut-être tête dans le guidon dans les activités. Et donc, le fait d'avoir un parrainage, il a une personne à qui il peut s'adresser s'il a des questions. Voilà. Il a le numéro d'une personne et puis il peut dire ben, j'ai pas bien compris là, la dernière réunion, ils ont parlé d'un projet, mais moi j'étais pas là, je sais pas ce que c'est. Et le fait d'avoir un parrain qui va lui répondre sera plus facile que s'il doit chercher l'info en lisant des documents, en cherchant sur le site internet ou en demandant à droite à gauche à 2-3 personnes en fonction de qui il croise. Donc c'est une bonne pratique qui porte ses fruits dans la partie fidélisation, parce que là on est vraiment sur comment les garder. Alors après, comme on le disait tout à l'heure, le parrainage, on va choisir le parrain en fonction du bénévole pour que ça colle. Si on voit que ça ne colle pas, il faut assez vite changer le parrain. Hein. Si on se dit, oh, bah, en fait, on l'avait mis en binôme avec Michel, mais bah, ça ne passe pas du tout entre les deux, bah, on va proposer assez rapidement un autre parrain, parce que le parrainage, c'est qui tout double. Si ça se passe bien, vous allez vraiment fidéliser le bénévole et vous allez le garder. Puis si ça ne se passe pas bien, bah, ça se trouve, il va partir. Donc essayez d'avoir un peu ça en tête pour identifier qui pourrait accompagner les bénévoles. On a parlé de formation tout à l'heure, et donc je vous donnerai un peu plus tard là, dans le module des pistes de formation, mais l'idée qu'il y ait des formations au départ de l'arrivée des bénévoles, c'est une formation pour mieux connaître l'association. Alors l'idée, c'est si vous avez un petit module de formation que vous créez, hein, ça peut être 4 slides de PowerPoint, hein, ça n'a pas obligé d'être très conséquent, mais qui présente l'association et on se dit, on a un petit temps vraiment où on est posé, on présente qui on est, les activités, les missions, etc. Et on prend le temps de réponse. Ce temps un petit peu institutionnel, de dire c'est une formation à l'arrivée du bénévole, va l'aider là aussi dans son intégration et faire qu'il se sente mieux. Et puis, ça peut être une très bonne technique pour créer du lien entre les bénévoles, donc à la fois entre des bénévoles nouveaux qui auraient commencé en même temps,
mais aussi entre des bénévoles nouveaux et des bénévoles plus anciens, parce que du coup, ceux qui vont donner la formation, c'est des bénévoles plus anciens, et donc ça va permettre de créer du lien avec les nouveaux qui arriveraient. On continue toujours sur l'intégration du nouveau bénévole. Donc l'idée, c'est de faire le point avec lui 1 à 3 mois maximum après son arrivée, pour voir un peu comment il se sent dans l'association, est-ce qu'il a envie de continuer, est-ce qu'il a envie d'essayer de nouvelles choses, et puis d'essayer de prévoir chaque année un entretien avec la personne pour voir justement comment ça va. Alors, ces entretiens annuels, c'est un peu une pratique du monde salarié, donc il ne faut pas que ça soit présenté comme ça pour le bénévolat, mais il faut qu'on se dise chaque année, tiens, c'est l'anniversaire de tes 1 an dans l'asso ou tes 2 ans dans l'asso, ça ne te dit pas, on va boire un café, puis on discute. Voilà, on le présente de manière un peu informelle, et du coup, on voit si le bénévole se sent toujours bien. Est-ce qu'il veut faire une autre activité? Parce que parfois, au bout d'un moment, on s'essouffle un petit peu, puis on se dit, tiens, là maintenant, je ferais bien plutôt telle activité à la place de telle autre. Je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'avais commencé, j'avais dit, je ne ferais pas d'animation. Maintenant, ça fait 3 fois que j'y vais et que je sers le café, et je me sentirais bien d'essayer une animation, par exemple. Ou ça va vous permettre aussi de voir qui veut prendre des responsabilités au sein de l'association. Parce qu'on en parlait un peu quand on avait fait le tour de table du module 1. L'idée, c'est aussi de trouver des personnes qui vont pouvoir renouveler les conseils d'administration, prendre des postes de président, de trésorier, de secrétaire, etc. Mais on ne met pas quelqu'un, un nouveau qui arrive direct à ce poste-là. Et puis, dans les anciens que vous avez, s'il y en a qui avaient déjà voulu prendre le poste, souvent, ils l'auraient déjà pris. Donc, en fait, quand on dit « j'ai besoin d'un nouveau président ou autre », en fait, c'est un parcours. C'est-à-dire que le nouveau bénévole qui va arriver, il va peut-être faire 1 ou 2 ans dans votre association, déjà le temps de connaître, et puis après, on va faire un entretien avec lui en disant tiens, est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller un peu plus loin? Et dans ce cas, il va d'abord rentrer au conseil d'administration au sens large, puis au bureau au sens large, et après peut-être au poste de président. Vous voyez, en fait, c'est progressif, les différentes étapes. Donc l'entretien permet de voir ça. Est-ce qu'il y a des questions sur un peu ce parcours d'intégration avant qu'on passe à la deuxième partie qui est les documents cadres du bénévolat, et puis on termine par la plus grosse partie qui est la fidélisation des bénévoles? Est-ce que sur ce que je vous ai présenté un peu de parcours d'intégration, accueillir le nouveau bénévole, vous avez des questions ou des remarques? Je n'entends que du silence. Et comme je ne vous vois pas parce que je suis en partage d'écran, pardon. Oui, excuse-moi. J'avais une question par rapport à l'idée de parrainage, parce que nous, en cours de français, non seulement on fait une formation initiale, et ensuite on propose un temps d'observation sur des cours. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a justement des bénévoles qui sont depuis 6 mois, 1 an, en observation sur des cours, et qui sont extrêmement attachés aux bénévoles avec lesquels ils sont en observation, mais justement, moi je trouve qu'ils sont limite trop attachés en fait, et qu'ils n'arrivent pas à s'autonomiser et à prendre en charge seul un groupe, et ils n'osent pas, quoi. Donc voilà, je me pose un peu la question de est-ce que c'est bien s'ils sont trop attachés justement et que ça les empêche un peu de prendre des initiatives? C'est une très bonne question. 2 éléments de réponse par rapport à ça. Tout à l'heure, on voyait dans la frise d'intégration, le parrainage, c'était les 6 premiers mois. C'était vraiment sur une idée d'intégration, de comprendre comment ça se passe au début. Donc, si c'est ce parrainage plus, un peu fusionnel que vous décrivez, il dure au-delà des 6 mois, on n'est plus sur du parrainage là, on est sur autre chose. À partir du moment où la personne, vous dites, ça fait plusieurs fois qu'elle vient observer les cours, on part du principe qu'elle pourrait se lancer toute seule. Il ne faut pas que justement elle n'ose pas se lancer toute seule, parce qu'il y a toujours l'autre personne. Enfin voilà, un parrain, il doit vraiment aider la personne dans son autonomisation. Donc si vous voyez que ça ne marche pas, le binôme choisi ou subi, ou fait par le hasard, et que vous dites, là, en fait, par exemple, un binôme, un parrain qui serait un peu trop protecteur, que chaque fois que le bénévole il voudrait se lancer, l'autre il dirait non mais attends, tu sais pas vraiment faire, regarde comment moi je fais, ou bien je vais être là, je vais t'aider, ça arrive, on le voit. Et du coup, si vous observez ce type de comportement où justement le bénévole n'arrive pas à prendre sa place, il faut soit casser le binôme en lui disant écoute, on voit que tu as fait le test avec Michel, je prends toujours Michel comme prénom, voilà, comme exemple, tu as fait le test avec Michel, on te propose de voir une autre méthode pédagogique, cette fois-ci avec Josiane, et de lui proposer d'aller avec un autre bénévole.
Le bénévole, sauf si vraiment il a développé une relation trop fusionnelle, et dans ce cas un peu malsain, il va vous dire oui. Il va vous dire, bah oui, oui, je vais aller voir aussi comment c'est avec Josiane. Et donc, le déplacer va peut-être permettre de casser cette dynamique que vous évoquez. En tout cas, ça peut valoir le coup d'être testé. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, allez, j'enchaîne. De toute manière, je vous laisserai un autre temps de questions à la fin quand j'aurai un peu tout déroulé. Donc, n'hésitez pas à prendre note de vos questions si vous en avez. Donc, les documents cadres du bénévolat qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, je vous parle de plein de choses. Alors, n'ayez pas peur, c'est très administratif. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout au sein de votre association. Encore une fois, hein, vous piochez dans cette liste ce qui vous correspond et ce qui vous convient. Mais c'est pour vous donner quelques petites idées de choses qui peuvent encadrer le bénévolat et donc qui serait bien et utile d'avoir au sein de l'association. La première chose, c'est le formulaire d'adhésion. Le formulaire d'adhésion, parce que du coup, à partir du moment où le bénévole il est adhérent, il va pouvoir participer à la vie associative. Il a le droit de vote à l'Assemblée générale et en même temps, il est couvert par l'assurance responsabilité de l'association. Hein, donc, toutes les associations sont obligées d'avoir une assurance responsabilité civile. Si du coup, quand je vous dis ça, vous dites « Oh là là, est-ce qu'on en a une ?» Vous pouvez vous renseigner et sinon, vous pouvez en avoir une assez facilement. Une RC association, ça ne coûte pas cher à l'année, hein, mais du coup, c'est important d'avoir cette assurance qui va le couvrir. Vous pouvez avoir des bénévoles qui ne sont pas adhérents. On va en parler juste après, tout à l'heure, quand on parlera du bénévolat ponctuel. Une personne qui vient vous voir en disant bah, « je voudrais bien peut-être être bénévole dans votre association », que vous lui dites bah, « venez faire je sais pas, une animation avec nous samedi prochain », vous n'allez pas lui dire « mais avant, tu prends ton adhésion, tu payes 20 €, sinon tu ne viens pas ». Hein, on se rend bien compte, quand je dis ça, que la personne a de fortes chances qu'elle parte si c'est le réflexe que vous avez. Donc, on va voir tout à l'heure, il y a des documents qui encadrent le bénévolat ponctuel, mais l'idée, c'est que si la personne, elle vient régulièrement ou autre, il faut vraiment l'inciter à être adhérent. Et donc, inciter à être adhérent pour justement ces questions d'assurance, et voilà, mais aussi parce qu'en lui disant, bah, voilà, maintenant, si tu veux participer à notre vie associative, bah, il faut vraiment nous rejoindre pour de vrai. Voilà. Vous pouvez avoir différents niveaux d'adhésion. Vous pouvez avoir des adhésions plein tarif, enfin voilà, classique, c'est 20 € par exemple pour les personnes qui ont les moyens, et vous pouvez avoir des adhésions petit tarif si vous avez des personnes qui n'ont pas les moyens, des jeunes étudiants, des mamans solo, ou ce qu'on appelle un peu des bénévoles bénéficiaires, des personnes qui bénéficient des cours, par exemple des migrants qui commencent un peu à parler français et qui voudraient eux-mêmes commencer à donner des cours ou autres, qui n'auront peut-être pas les moyens de payer 20 €, vous pouvez avoir différents niveaux d'adhésion. Vous pouvez dire tout à fait, bah, c'est 2 € par exemple voilà. Mais il faut que ça soit écrit soit dans vos statuts, soit dans votre règlement intérieur. On passe du coup au deuxième document cadre, les statuts. Toutes les associations ont forcément des statuts, c'est obligatoire. Vous êtes obligé d'en avoir. Si du coup vous ne les connaissez pas, va vous demander au président, au fondateur, enfin vous faites une recherche par rapport à ça, mais dans vos statuts, vous devez avoir pas mal de choses qui vont cadrer le bénévolat, qui vont cadrer l'adhésion, et c'est important en fait que vous le connaissiez bien pour pouvoir répondre aux besoins, enfin aux questions d'un potentiel bénévole. Normalement, ça je vous le dis, c'est un peu le cadre légal, même si on est très peu d'associations à le faire, mais on devrait donner une copie des statuts à tous les bénévoles qui prennent leur adhésion, pour qu'ils sachent justement dans quoi ils s'engagent. Donc, alors après, on ne le fait pas toujours, parce que parfois, les statuts, on ne sait plus trop. C'était un document un peu général, on avait chopé un modèle sur Internet, ou le document, il fait 40 pages, on n'a pas envie d'imprimer 40 pages chaque fois qu'il y a un nouveau bénévole. Enfin, peu importe la raison, parfois on ne le fait pas. Mais il faut que les statuts soient consultables quelque part. Hein. Au pire, vous le mettez sur un drive en accès partagé avec d'autres personnes ou autres, mais il doit pouvoir y avoir accès. On va parler du livret d'accueil du bénévole, dont j'en parle juste après, donc je vous passe l'intro, du projet associatif, de la charte du bénévolat, du règlement de bénévolat et de l'attestation d'aptitude. Donc ça, c'était mes titres, donc je passe tout de suite voilà, aux outils que je voulais vous présenter. Donc le livret d'accueil. Donc là, je vais vous en présenter deux, et encore une fois, ce PowerPoint, vous l'avez, donc vous pourrez regarder tranquillement. À chaque fois, je vous ai mis le sommaire. Je ne vous ai pas mis le document en entier parce que des fois, ils font 50, 70 pages, mais je peux vous les envoyer par mail à ceux qui le souhaiteront. Voilà. Et donc, on voit le livret du bénévole. Donc là, c'est pour le CCFD Terre Solidaire. Qui sommes-nous? Donc, on présente l'association. Qu'est-ce que c'est l'engagement bénévole et comment ça fonctionne? Hein, les instances nationales, le fait qu'il y ait un conseil d'administration, un bureau, etc. C'est super intéressant pour le bénévole d'avoir un petit livret. Alors, parfois, hein, si on est une petite association, ça va pas être 40 pages, ça va être 3 pages. Mais c'est important qu'il ait un petit livret d'accueil
qui lui donne quelques informations. Je vous en montre un autre modèle, qui est celui de la Croix-Rouge française. Et donc, vous voyez, quand on regarde les différentes parties, le premier, c'est Bienvenue à la Croix-Rouge, donc un peu l'historique, donc un peu comme on voyait tout à l'heure pour le CCFD. Hein, c'est le deuxième partie, un engagement sur mesure, des missions pour vous les réaliser, un engagement qui vous ressemble. La troisième partie, le parcours. La quatrième partie, boîte à outils. Donc, vous voyez, ça ressemble quand même pas mal quand je fais entre les deux. Il y a pas mal de choses assez similaires en termes de contenu. Et donc, du coup, l'idée, ça peut être vous vous inspirer de ces grandes parties. Une première partie qui présente l'assaut, une deuxième partie qui présente les missions, l'engagement, et une troisième partie, des choses peut-être un peu plus opérationnelles ou plus spécifiques à votre association. Et notamment, ça peut être intéressant d'avoir liste des sigles. Hein, tout en bas, c'est marqué mémo. Il y a des associations où on parle beaucoup par sigle. Et donc, parfois, un nouveau bénévole, il est un peu perdu. Il dit, là, on parle qu'avec des abréviations, de choses que je ne connais pas. Donc, si c'est dans le livre d'accueil, ça n'empêche pas de lui expliquer oralement, bien sûr, mais ça peut être un bon moyen mémotechnique pour après, quand il va devoir se rappeler ce que c'était ce truc en particulier. Donc ça, c'est un outil que je vous conseille d'avoir dans vos associations et qui peut être très utile. Un petit livret d'accueil, voilà, sans prétention, avec des mots simples, hein, pas trop de pages, mais 2-3 photos, ça peut être pas mal pour accueillir un nouveau bénévole. Pour les grosses associations, il y a même parfois des plus petites, hein, mais ça se voit très souvent dans les grosses structures, il y a un projet associatif qui est écrit. Le projet associatif, il est daté. On a un projet associatif, par exemple, 2024-2027. Et donc, du coup, dans ce projet associatif, ça va être écrit ce qu'on est, la raison d'être, historique, fondateur, on le reprend à chaque fois, hein, mais ce qu'on veut faire ensemble, les valeurs communes, les piliers d'action, et comment on agit les activités concrètes. Par exemple, la Croix-Rouge française, ils se font des plans d'action tous les 5 à 6 ans, et ils changent. Il y a le précédent projet associatif, ça allait peut-être plus être, je dis un truc au hasard, parce que je ne sais plus c'était quoi celui d'avant, mais sur l'accompagnement social, et celui-là qui vient de sortir, là, qui est sorti l'an dernier, il est sur la résilience face aux catastrophes. Donc vous voyez, en fait, une association qui a le même fond peut changer un petit peu ses activités. Et donc, ça peut aussi être le cas si vous êtes amené à changer de zone géographique. On parlait tout à l'heure de la difficulté en ce moment d'intervenir sur certaines zones du Sahel. Si vraiment, malheureusement, ça perdure dans le temps et que vous dites notre association elle a envie de réorienter ses activités sur d'autres pays ou autres, le fait d'avoir un projet associatif qui est réécrit et actualisé régulièrement peut permettre justement de faire évoluer votre association. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un projet associatif. Voilà, c'est une pratique qui peut être intéressante. Et si du coup vous en avez un qui est écrit, il doit être communiqué aux nouveaux bénévoles. Un autre document que je vous présente, c'est la charte du bénévolat. Donc, ça garantit contractuellement les engagements de chacun. C'est un document simplifié dans le cadre d'un bénévolat ponctuel. Par exemple, on parlait tout à l'heure, quand il vient juste pour une journée, on ne veut pas lui faire peur en lui disant paye tout de suite tes 20 € d'adhésion, mais viens juste nous découvrir. La charte du bénévolat, que je vous montre juste après, là, donc un modèle Croix-Rouge. Je suis désolée, je prends beaucoup des modèles Croix-Rouge, mais ils ont plein d'outils qui peuvent des fois nous inspirer. Vous voyez, sur cette charte du bénévolat, qui fait donc du coup 2 pages, un document vraiment très simple, ça va dire qu'est-ce que la Croix-Rouge s'engage vis-à-vis du bénévole et qu'est-ce que le bénévole s'engage vis-à-vis de la Croix-Rouge. En l'occurrence, en fait, si vous accueillez un bénévole d'un jour, par exemple sur de l'animation face public, face enfant, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Par exemple, il ne faut pas qu'il se mette à dire des gros mots en parlant de choses obscènes ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, le fait de l'avoir formalisé par une charte du bénévolat, alors on n'est pas obligé de rentrer dans ce niveau de détail, mais je donne un exemple très concret, qui est signé, hein, vous voyez, en bas à droite, c'est marqué fait à il y a signature, voilà. Ça va permettre justement que si il fait quelque chose qui n'est pas dans le cadre de votre association pendant cette journée découverte, hein, que vous ne connaissez pas encore, vous êtes un peu couvert. Voilà, vous avez quelque chose... vous dites, c'était pas ce qu'on s'était engagé. Et dans l'autre sens, lui, ça lui permet d'être couvert, justement, on l'évoquait tout à l'heure, par rapport à l'assurance de responsabilité civile. S'il vient vous aider sur une animation, vous faites un chantier environnemental le samedi, vous lui proposez de venir, le fait d'avoir signé ce document-là, s'il blesse en tombant dans un trou, il ne peut pas se retourner, enfin, il peut toujours se retourner contre vous au niveau de l'assurance, mais vous avez une preuve, en fait, que vous aviez un engagement contractuel entre un bénévole et l'association pour cette journée. Donc, c'est un peu protecteur. Après, si vraiment il veut aller
au procès ou autre, c'est pas dit que ça vous protégera à 100%, ça dépend ce que vous avez mis dans votre charte du bénévolat, mais c'est un outil qui peut être intéressant pour justement un peu se prémunir de petits problèmes mineurs et de faire un test avec des bénévoles. Des personnes où on ne sait pas trop si ça va marcher, d'un côté comme de l'autre, hein, le bénévole il ne sait pas s'il veut rester, ou nous on ne sait pas si ça va coller. Le fait d'avoir cette charte du bénévolat simplifiée va pouvoir justement vous débloquer la problématique de comment je fais s'il n'est pas adhérent. Vous aurez ces modèles-là dans le PowerPoint qui vous sera envoyé, donc vous pourrez regarder tranquillement, et puis on pourra bien sûr en reparler si vous souhaitez. Vous pouvez m'envoyer des modèles à relire, enfin voilà, je suis là pour ça. Je vous montre un autre exemple, donc celui du CCFD Terre Solidaire, où vous voyez, c'est pareil, c'est en une page, et ça reprend un peu les choses comme tout à l'heure, les engagements de l'adhérent, donc à quoi s'engage, c'est marqué adhérent, mais en l'occurrence, ça pourrait être bénévole d'un jour, et les engagements de l'association. Voilà, qu'est-ce qu'on s'engage aussi dans l'autre sens. Donc, je peux vous donner d'autres modèles aussi si vous le souhaitez, mais cette charte peut être un document cadre utile par rapport à vos actions. Parfois, on a en plus, j'ai l'impression qu'on voit toujours celui de la Croix-Rouge là. Vous voyez pas la Moi, je vois toujours celui de je vois celui de la Croix-Rouge là pour l'instant. Ah voilà, Terre Solidaire. Ok, c'est bon, merci. Ah bah vous pouvez avoir un petit décalage alors, parce que là maintenant je suis sur le règlement du bénévolat. J'ai encore changé de page, mais du coup c'est peut-être un peu long à arriver en fonction de votre connexion Internet. Est-ce que vous voyez maintenant le règlement du bénévolat? Pas encore, je vois toujours la charte. Terre Solidaire. Ah. Bon, bah, du coup, si vous avez un petit décalage comme ça va pas être évident de suivre ce que je dis. J'espère que vous arriverez à raccrocher. Bon, si vraiment il y a un souci que ça bug à un moment, vous nous dites, et puis sinon après, vous pourrez aussi le relire tranquillement, comme je vous l'envoie. Voilà, je vois le règlement, c'est bon. Super, très bien. Vous êtes dans quelle ville, qu'on sache le petit délai qu'il y a de connexion Internet? Je suis dans un petit village près d'Erstein, en Alsace. Ah, voilà, c'est ça. Moi, je suis dans les Vosges, alors c'est le temps que ça passe le col et ça redescende de l'autre côté. Normalement, on a la fibre quand même. Très bien. Alors, du coup, je continue avec le règlement du bénévolat. Alors, comme vous pouvez vous dire, oh là, ça fait beaucoup de documents administratifs. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais je vous donne tout ce qui existe pour que vous ayez vraiment un peu toutes les billes et que vous puissiez produire ce que vous voulez dedans. Et donc, le règlement du bénévolat, si vous regardez, en fait, je vous mets l'ordre, le sommaire, pour que vous voyez un petit peu en quoi il est différent, justement, par exemple, de la charte qu'on évoquait tout à l'heure. Et j'en vois qu'il y a un peu plus de pages, mais ce n'est pas que ça qui fait la différence. En fait, au-delà de la modalité d'engagement des bénévoles, donc un peu la partie, comme on disait tout à l'heure, quels sont les engagements de l'un ou de l'autre, on va aussi avoir, vous voyez, perte de la qualité de bénévole, les sanctions, les remboursements de frais, les assurances. En fait, on est sur des choses très, très pratiques. Et ça peut être utile, par exemple, notamment si vous avez des bénévoles qui doivent se déplacer en voiture. Si il y a un règlement du bénévolat très clair que vous leur avez remis, où c'est marqué qu'ils sont remboursés à 0,32 centimes du kilomètre, par exemple, quand ils vous présenteront votre note de frais, ils ne vont pas vous dire tiens, j'ai fait 4 pleins d'essence, voilà mes 4 factures de la station essence. Parce que vous allez dire non, c'est au kilomètre. Et puis voilà, le fait que vous précisiez au maximum tous ces aspects administratifs, législatifs, d'assurance, etc., c'est aussi une manière de vous protéger et, dans l'autre sens, que le bénévole soit protégé aussi de son engagement au sein de votre association. Donc là, je change de slide, je le dis pour Agnès. Donc je suis sur une slide qui s'appelle attestation d'aptitude, et là aussi, c'est un document qui peut être intéressant que vous proposiez au sein de votre association, si vous avez notamment des activités un petit peu spécifiques. Là, vous voyez, en fait, ça remplace un peu une espèce de certificat médical qu'on faisait pendant un moment. Il y avait certaines associations où on était obligé d'avoir un certificat du médecin, notamment des associations sportives, je pense. Maintenant, on est beaucoup plus là-dessus, sur des attestations d'aptitude où les personnes sous-signent sur l'honneur qu'en gros, elles n'ont pas de problème de dos, ou alors que si elles en ont un, elles en ont parlé à l'association et qu'il ne va pas le découvrir au moment où il va lui demander de porter la caisse de livres et puis qu'elle va se faire mal. Enfin, voilà, tout un système de relations de confiance où on va dire ce qu'on est capable de faire au sein de l'association. Et donc là, vous voyez, c'est très détaillé puisque ça va même aller jusqu'à les histoires de charges émotionnelles ou voilà, en plus des ports de charges lourdes et autres. Donc ça, c'est un autre document qui peut aussi être utile, notamment si vous avez des activités spécifiques. Si c'est juste s'asseoir derrière une table
faire des activités de bureau, ça a moins de sens, mais si il doit y avoir de la conduite de véhicule, par exemple, c'est super important de le faire, parce que l'attestation d'aptitude, est-ce que vraiment la personne, au-delà d'avoir un permis de conduire à jour, est-ce qu'elle est capable de conduire un véhicule, quoi? Peut-être que ça se trouve, elle est épileptique, puis elle ne vous l'a pas dit, elle a envie d'être bénévole, et donc bah, si elle a une crise d'épilepsie au volant du véhicule de votre association, si elle a fourni une attestation d'aptitude qu'elle n'avait pas de problème, bah, vous êtes plus couvert que si vous n'aviez pas évoqué ce sujet-là avec elle. Voilà, c'est des documents très administratifs. Hein, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais ça vous donne un petit peu quelques idées de cadre, et notamment dans le cadre de bénévolat ponctuel. Avant qu'on passe à la partie suivante, est-ce que vous avez des questions sur ces documents cadres administratifs? Alors moi, j'en suis toujours sur la page règlement du bénévolat, mais si je suis la seule, je suppose qu'il y a un autre problème. Gérard, je vous ai mis votre micro. Vous avez une question? Non, non, ça va très bien. C'est intéressant, il n'y a pas de souci. J'ai les slides au même moment que vous parlez. C'est parfait. Il y a rien à dire. Très bien, on va pouvoir faire des comparaisons des réseaux Internet entre les différents petits villages de la région Grand Est. Parce que vous êtes aussi dans un petit village, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, mais on est reliés, hein, on n'est pas perdus. Vous êtes très invités. Bien. Eh bien, je continue, du coup, ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Donc là, je vais passer maintenant à la partie fidélisation des bénévoles, en vous donnant quelques petites pistes. À votre avis, quels sont les piliers de l'engagement du bénévole? Hein, je vais vous poser, avant de vous donner les réponses un peu officielles selon les études de baromètre de bénévolat, de pourquoi les gens s'engagent, est-ce que vous pouvez me donner un peu des idées comme ça en vrac? Pourquoi on s'engage en tant que bénévole? On a envie de se rendre utile, et il faut que ça soit conforme à nos valeurs. Très bien, donc le sentiment d'utilité et les valeurs, je note. Quoi d'autre? La reconnaissance par l'association. Reconnaissance. S'occuper, faire des choses avec des gens, avec des personnes. S'occuper, oui, très bien. Sortir de chez soi. Sortir de chez soi. Agir sur des choses auxquelles on croit. Oui, donc l'histoire des valeurs, très bien. La valorisation de ses compétences. Oui. Garder contact avec son monde. Garder contact. Très bien. Vous m'avez donné plein de bonnes idées. On peut dire c'est pour créer et entretenir une bonne relation. Oui. Est-ce qu'il y a une dernière idée? Sinon, je vous donne la solution. Transmettre aussi. Transmettre à des plus jeunes, par exemple, des choses qu'on sait. Exact. Très bien. Eh ben, vous avez quasiment tout trouvé. Donc, je vais vous montrer les 3 piliers de l'engagement du bénévolat selon les baromètres de bénévolat national. Donc, je vous les fais deviner à partir des images, mais en gros, vous les avez cités. Le premier pilier, alors, je dis le premier, le deuxième et le troisième, ils ne sont pas dans ordre de plus ou moins. Hein, ils sont au même niveau, mais ça va être tout ce qui est valeur. Hein, c'est pour ça qu'il y a un petit nuage de mots. Justice, solidarité, engagement, etc. À gauche. Et donc, ça va être toute la partie, vraiment les valeurs pour lesquelles on s'engage, d'agir pour une cause. Voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Le deuxième volet, c'est la sociabilité. C'est pour ça qu'on voit des personnes là qui sourient, qui boivent un coup, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais enfin, ils sont ensemble. Et donc, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, de s'occuper, sortir de chez soi, garder contact, entretenir des relations. C'est vraiment tout un pôle de sociabilité. Et le troisième, ça va être, justement, tout à l'heure, quelqu'un parlait de valorisation de ses compétences, ça va être la partie responsabilité, un besoin de reconnaissance et d'accomplissement. Et en fait, à partir du moment où vous avez en tête ces 3 piliers de l'engagement bénévole,
Chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un de votre association qui est bénévole ou quelqu'un qui va se présenter, il s'agira de poser des questions et vous allez voir en fait au bout d'un moment pourquoi il s'engage. Et quand on discute avec les autres personnes qui font du bénévolat, on le voit très vite en fait, pourquoi ils s'engagent. Si il dit, ah bah tiens, t'es bénévole dans telle association, voilà, je sais pas, une discussion à table avec un cousin, pourquoi tu étais bénévole dans cette association? Il va vous dire, ah bah parce que c'était mon pote Michel qui était, j'y suis allé parce que du coup, comme je l'aime bien, je voulais voir c'était quoi son association, puis je suis restée. Là, on entend une partie sociabilité, par exemple, où les gens qui disent, moi, je savais pas trop quoi faire depuis que j'étais à la retraite, mais tous les samedis, là, ça me permet de rencontrer du monde, c'est super intéressant. Là, vous allez entendre et vous allez vous dire, tiens, lui, son déclic, c'est la sociabilité. On pourrait peut-être ajouter aussi apprendre quelque chose. Oui, alors du coup, apprendre, il va dans le troisième, là, le petit bonhomme qui jongle avec plein de choses, en tout cas dans les grandes catégories, hein. Après, c'est tellement multiple, on pourra en faire plein des catégories, mais selon les baromètres du bénévolat, donc le troisième, justement, c'est cette partie de responsabilité. Donc de dire non seulement apprendre des choses, mais progresser ou mettre en valeur des choses qu'on n'avait pas forcément fait. Par exemple, notamment on a souvent, enfin, dans certaines associations que j'accompagne, il y a des jeunes retraités qui viennent et en fait, ils sont un peu, pas désœuvrés, mais ils avaient genre des postes à responsabilité ou des postes qui les occupaient beaucoup au cours de leur vie professionnelle. Puis là, d'un seul coup, ils font plus grand-chose. Ils sont à la maison, ils tournent en rond, ils ont fait tous les mots croisés qui étaient dans la pile qu'ils avaient dit qu'ils feraient. La pêche, ça ne les intéresse pas. Et du coup, le fait d'aller dans une association, ça va leur permettre justement d'être reconnus par l'association pour des compétences. De dire, ah bah oui, tiens, il nous donne un sacré coup de main pour la comptabilité. Et pas forcément en lien avec ce qu'il faisait dans sa vie professionnelle. Il y en a qui ont envie de changer complètement. Ou bien, même s'ils sont encore en activité, il y en a qui, justement, ont envie d'avoir une partie responsabilité. Moi, j'ai rencontré l'autre jour là, une présidente d'une association locale, mais un gros truc, hein, une association vraiment très, très grosse. Et je lui dis, vous êtes retraitée? Elle avait la soixantaine. Elle me dit, non, je suis encore en activité. Je dis, ah bon, et vous faites quoi si ce n'est pas indiscret? Elle me dit, je suis caissière. J'étais sciée parce qu'elle gère, je ne sais pas combien, il y a une soixantaine de bénévoles, plus une dizaine de salariés, enfin c'est un gros truc. Et en fait, en discutant avec elle, justement, on voit par rapport au pilier de l'engagement bénévole, elle, justement, c'était cette volonté d'accomplissement qu'elle ne pouvait pas trop avoir dans son travail parce qu'il n'y avait pas trop de possibilités de monter des échelons puis qu'elle n'avait peut-être pas forcément envie, mais que du coup, par le côté associatif, elle était hyper reconnue, hyper valorisée par les personnes de son association et du coup, elle avait vraiment cette partie épanouissement. Si on fait un peu le rapprochement avec la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent, hein, qui montre un peu les différents besoins fondamentaux de l'être humain, sur cette partie-là, on va être sur la partie accomplissement, estime de soi, en fait, où on va vraiment avoir ce besoin de reconnaissance. La partie valeur, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est aussi très importante chez certaines personnes, elle va être aussi beaucoup plus forte si la personne a été directement touchée elle-même ou quelqu'un de sa famille, de son entourage, dans le cadre de son histoire personnelle. Par exemple, j'avais accompagné une association de SDF à Nancy, où en fait, il y avait une personne qui était très, très impliquée, et en discutant avec, elle dit, bah oui, j'étais ancien SDF moi-même, et du coup, j'avais envie de rendre ce qu'on m'a donné. Et donc, du coup, à partir du moment où vous discutez un petit peu et que vous allez identifier quel est le pilier d'engagement bénévole, c'est ce qui va faire que vous allez réussir à le fidéliser. Parce que justement, la fidélisation du bénévole, c'est d'avoir une approche différenciée en fonction de la personne. Et donc, si vous discutez avec la personne et que vous vous rendez compte qu'elle, ce qui elle vient, c'est vraiment à dire, mais moi, c'est les valeurs. Moi, je suis à la banque alimentaire parce que vraiment, je veux que tout le monde mange à sa faim, etc. Pour lui donner envie de rester, vous allez mettre en avant régulièrement l'impact de ces actions. Vous allez dire, il y a eu 250 repas qui ont été distribués ce mois-ci, des personnes, des familles qui avaient faim, mais qui du coup ont pu manger à leur faim. Je caricature un petit peu dans mes exemples, mais pour que vous voyez un peu l'idée, qui ont pu manger à leur faim grâce à votre action bénévole, hein, d'avoir trié des boîtes de conserve, mais derrière, ça a donné quelque chose, et ça va lui donner envie de rester. Si vous identifiez que la personne, elle est bénévole, plutôt par ce côté sociabilité, lien social, pour lui donner envie de rester, vous allez faire des réunions régulières où tous les bénévoles, ils font la galette
On a plein de galettes des rois là, en ce moment, en début d'année, dans toutes les associations. C'est un super moyen de cohésion. Et donc, tous les bénévoles qui sont là, parce que justement, ils veulent se créer ce lien social, et voilà, ils vont être ravis de venir à ces rencontres-là. Et si vous identifiez que la personne, elle est bénévole parce que justement, elle a cette volonté de reconnaissance et d'accomplissement, et ben là aussi, vous allez soit lui dire des compliments en rapport avec ça, soit lui proposer des choses, lui dire, j'ai remarqué que tu nous donnais un bon coup de main sur la comptabilité, est-ce que tu voudrais pas être trésorier adjoint, et puis on pourrait te former à la comptabilité, il y a des formations gratuites qui existent pour les bénévoles, est-ce que ça ne te dirait pas? Et donc vous allez accompagner sa montée en compétences et sa reconnaissance au sein de l'association, ce qui fait que ça va lui donner envie de rester. Voilà en gros l'idée des excusez-moi, mais je pense là qu'il y a quand même une limite. L'usure, ça n'exclut pas l'usure au bout d'un certain temps, même si on valorise le bénévole. Ah oui, alors après ça dépend. Ça fait mon avis. Évidemment. Après, il y a tout plein de cas de figure. Moi, je vous donne des petites pistes générales, mais il y a l'âge du bénévole, il y a quelle est sa situation personnelle, est-ce qu'il a des problèmes de santé, est-ce qu'il a des problèmes dans sa vie personnelle à gérer, etc. Enfin, il y a plein de facteurs en dehors qui rentrent en compte. On est sur de l'humain, donc il n'y a pas un modèle qu'on peut plaquer sur chacune des personnes. Mais juste ces 3 piliers-là, de vous avoir partagé ça, discutez avec des personnes qui sont bénévoles autour de vous dans votre association ou dans d'autres associations, et vous allez identifier justement pourquoi la personne s'engage. C'est des grandes catégories, donc il peut aussi y avoir des personnes qui s'engagent pour d'autres raisons qui ne sont pas dans ces 3-là, mais comme c'est les principales qui ont été relevées du baromètre, vous allez pouvoir les identifier, et ensuite, du coup, vous pourrez vous dire qu'est-ce que je peux dire ou faire pour répondre à ce besoin d'engagement. Voilà, en tout cas, quelques petites pistes que je vous partage. Je continue de vous en partager d'autres, puis après, je vous donne la parole pour des questions. Donc, toujours pour fidéliser les bénévoles, à part donc, de cette approche de travailler sur les leviers de motivation du bénévole, d'autres petits conseils. Un bénévole, il reste s'il est actif. Si on lui fait rien faire de particulier parce qu'il n'y a pas trop d'actions, ou que c'est que des actions un peu pas terribles, genre, je sais pas, faire des comptes rendus sur l'ordinateur pour quelqu'un qui n'aime pas trop ça et qui a envie vraiment de terrain, etc. Au bout d'un moment, il va se lasser, il va partir. Donc, il faut régulièrement avoir des actions concrètes à proposer à un bénévole dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé tous les samedis d'avoir un truc de prévu, mais si on voit que ça fait 2-3 mois qu'on n'a pas fait d'événement ou rien, il faudrait quand même essayer de faire quelque chose. On parlait par exemple tout à l'heure, il y a des associations dont la situation sont un petit peu bloquées à cause du contexte. Et peut-être que, même si vous ne pouvez rien faire au Burkina, il y a peut-être au bout d'un moment, si on voit vraiment que ça traîne un peu trop, se faire une petite soirée à thème Burkina Faso, où on va montrer quelques photos, essayer de faire un petit repas sur le thème de l'Afrique, enfin je dis des trucs un peu au hasard, mais qui vont être une action concrète, qui vont essayer de remotiver un peu des bénévoles pour qu'ils ne se disent pas, ça fait 6 mois qu'il ne se passe plus rien, tant pis, je vais une autre association, quoi. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'on a prévu. Tout à fait. Ah, super, très bien. Un autre conseil, un bénévole reste s'il a le sentiment qu'on s'intéresse à lui en tant qu'individu. Si on le met dans un pack global de les bénévoles et sans tenir compte de son engagement particulier, il peut se lasser aussi. Donc c'est important d'avoir cette approche différenciée et d'avoir de temps en temps des rencontres individuelles, pas que des rencontres de groupe. On a parlé tout à l'heure d'entretien annuel, même sans employer ce mot-là ou autre, ou des moments, ne serait-ce que, tiens, on se prend un café juste tous les 2, 5 minutes pour discuter. C'est important en fait de montrer à la personne qu'elle est reconnue en tant que personne. Un bénévole, il reste s'il peut évoluer selon ses envies. Si on lui fait faire toujours la même chose, ça fait 3 ans que je suis là, moi le seul truc qu'on me fait faire, c'est trier du linge à la vestiboutique, jamais une seule fois j'ai le droit d'être derrière la caisse, parce que la Josiane, elle a dit que je ne saurais pas faire, et c'est qu'elle qui sait faire et tout. On comprend que le bénévole, il va se lasser. Donc, s'il peut évoluer, s'il peut faire part, de dire, moi, j'aimerais bien passer derrière la caisse, ou j'aimerais bien faire tel truc, ou j'aimerais bien conduire le camion, ou peu importe, mais qui peut évoluer selon ses envies, il va rester. Et puis, il reste, et surtout, et c'est le plus important, s'il prend du plaisir à ce qu'il fait. Parfois, on a des tâches qui peuvent être un peu rébarbatives au sein de notre association, mais qui sont obligés d'y passer. C'est pas grave si derrière on a des trucs sympathiques qui contrebalancent. Et donc il faut vraiment qu'on se dise oui, moi j'ai du plaisir à faire ça, je passe un bon moment, et pas juste je viens parce que je me suis engagée. Je pense notamment par exemple les secouristes à la Croix-Rouge, il y a des postes de secours tous les samedis. Et si tous les samedis on se dit oh là là, faut encore que je me lève,
oh, j'aurais même pas le temps de faire mes trucs chez moi et tout ça, machin, et qu'on commence à voir ça comme une corvée, on peut être sûr, en quelques mois, le bénévole y part. Donc, si on se rend compte de ça, on peut aussi lui dire, bah, tiens, prends un peu de recul peut-être, prends du temps pour toi, viens sur une autre activité moins chronophage, ou qu'est-ce qui te fait plaisir dans le poste de secours? Oh, bah, moi, c'est quand je suis sur le judo, parce que je suis fan de judo, bah, on va dire, ok, on te met sur tous les prochains postes de secours qui sont sur le judo, et puis pas sur le basket ou des trucs comme ça. En fait, l'idée, c'est d'identifier ce que la personne a comme plaisir dans vos différentes missions d'association, et puis d'essayer, si possible, de lui proposer celle-là en priorité. Pas que celle-là, parce qu'il aura aussi des trucs rébarbatifs à faire comme les autres, mais qu'il y ait ces tâches qu'il aime bien dans son planning d'activité. Et puis un autre petit conseil, bah, c'est de faire vivre la démocratie associative, que ce soit un espace d'expression, de proposition, et que le bénévole il puisse faire part de nouvelles idées. Il puisse dire, bah, tiens, moi je me disais qu'on pourrait peut-être faire des échanges visio à distance avec le Burkina. Maintenant, avec WhatsApp, des fois, on arrive peut-être à faire des échanges. J'aimerais bien parler avec ceux de l'école ou autre. Bah, voilà, par exemple, c'est un peu innovant, c'est un peu différent. L'association n'a pas essayé. Bah, tiens, pourquoi pas? On peut le tester. En tout cas, même si ça ne se fait pas, il faut que le bénévole il puisse avoir l'espace de le dire. Alors, les espaces de démocratie associative, on a notre assemblée générale, qu'on n'a qu'une fois par an. Hein. Parfois, des fois, il y en a une deuxième assemblée générale extraordinaire, plus de l'ordinaire, mais il n'y en a pas souvent. Donc, il faut qu'il y ait un autre espace. Il ne faut pas qu'il attende l'AG pour pouvoir dire son truc. Parce qu'en plus, l'AG, on a souvent un ordre du jour hyper blindé. On n'a pas forcément le temps d'écouter toutes les personnes une par une avec leurs idées. Donc, soit il y a une réunion mensuelle des bénévoles, par exemple, où chacun peut venir et dire ce qu'il a comme proposition. Puis, s'il n'y a pas de proposition, tant pis, on boit juste un coup, par exemple. Hein. Soit il y a un espace, que ce soit un forum en ligne, une boîte à idées en carton, enfin peu importe, mais un endroit où la personne elle puisse dire ce qu'elle a comme idée au sein de l'association. C'est important d'avoir cet espace d'expression et de proposition. Ça change souvent pas mal de choses dans l'engagement des bénévoles. Je continue encore quelques slides et puis après je vous laisse la parole pour toutes vos questions. Donc là, on était toujours sur la valorisation de l'engagement bénévole. Donc là, c'est des outils qui existent en France, hein, donc, on a l'attestation d'engagement associatif, je vous montre juste après en modèle. On a le compte engagement citoyen. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez, mais on a la possibilité de transformer nos heures d'engagement de bénévolat en CPF, donc en compte personnel de formation, donc pour ceux qui sont salariés. Hein, bien sûr, après, quand on est retraité, c'est des fois un peu moins intéressant de se payer des formations professionnelles, mais quoique, hein, tout est possible. En tout cas, quand on est sur des jeunes actifs, c'est super intéressant parce que ça permet de capitaliser des sous virtuels, mais que le bénévole peut réinvestir dans des formations, mais des formations qui n'ont rien à voir avec l'association. Il se paye les formations qu'il veut après. Donc par contre, c'est ce compte engagement citoyen, il faut que ça soit une fonction d'encadrement ou d'administration. Malheureusement. Donc, si vous avez un bénévole président, par exemple, ça va compter. Mais si c'est un bénévole qui fait juste la ramasse des vêtements ou la collecte alimentaire, il ne peut pas les valoriser. Enfin, c'est quelque chose qui est défini par l'État. Hein. Vous voyez, c'est servicepublic.fr. Donc, c'est sur la loi égalité-citoyenneté. Mais du coup, s'il a cette fonction d'encadrement ou au sein du conseil d'administration, si, du coup, il a un engagement, donc on peut valoriser jusqu'à 200 heures à l'année, on peut avoir jusqu'à 240 € à l'année qui ont versé sur le CPF. Voilà, donc je vous le dis, parce que ça peut être un petit outil de valorisation sympathique si vous avez des jeunes qui sont, des jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas qui sont encore actifs, qui s'engagent au sein de votre association et qui prennent des fonctions, bah, leur dire, ça te permet de donner des sous supplémentaires pour te payer des formations, ça peut être intéressant de savoir que ça existe. Donc vous pourrez cliquer sur le PowerPoint pour aller lire comment ça se passe et tout ça. Une autre chose qui peut être un outil de valorisation, c'est le passeport bénévole. Donc vous l'avez en photo pour sa version papier. Il existe aussi en version numérique. On peut trouver gratuitement. La version papier, il demande 2 € je crois. C'est France Bénévolat qui propose ça. Et du coup, qui est un petit outil où on met tout ce que le fait le bénévole au sein de l'association. Voilà, c'est un outil de valorisation pour montrer que le bénévole est très engagé ou autre. Et puis, on a les remises de diplômes ou de médailles. Michel, ça fait 15 ans qu'il est dans notre association. Ben, on fait un petit pot spécial pour Michel où il a un petit diplôme papier qu'on a fait dans Word. Merci Michel pour tes 15 ans d'engagement. On espère que tu en feras 15 de plus. Et le fait de remettre ça, c'est vraiment un outil qui permet de valoriser l'engagement bénévole à peu de frais. Je vous montre le modèle d'attestation.
voilà, d'engagement associatif. Ça, c'est pareil, un outil qui peut valoriser le bénévole, et notamment quand on est sur des jeunes dans le cadre de parcours de carrière. On évoquait tout à l'heure, par exemple, des jeunes qui viendraient donner des cours de français pour les migrants. Si c'est des jeunes qui veulent être profs, être instit, ou bosser dans l'animation, qui cherchent un peu dans ce domaine-là, etc., le fait d'avoir une attestation d'engagement associatif où c'est marqué en haut « Amatrami, il a donné 350 heures de cours, etc. », des cours de français avec une belle petite signature, eh ben, ça peut être utile pour le jeune par la suite. En tout cas, c'est un bel outil de valorisation de son engagement. Donc voilà quelques outils très pratico-pratiques de comment un peu essayer de les fidéliser et de les valoriser. Et puis il me reste 3 slides et après je prends vos questions. On parlait tout à l'heure des formations pour un peu justement les motiver, les accompagner en renforcement de capacité. Donc je vous en ai mis 2, mais il en existe plein, de formations qui sont gratuites pour les bénévoles. Donc il y a le mouvement associatif Grand Est qui propose plein de formations, donc des formations présentielles et sur les territoires. Si vous allez voir, vous cliquez sur le lien, vous verrez, c'est des petites villes, Langres, Chaumont, enfin il y en a partout, quoi, mais c'est pas que dans les grosses villes, où on a des formations, par exemple, l'initiation à la comptabilité associative. Donc ça peut être très utile pour les potentiels futurs trésoriers. Je vous ai mis aussi un lien vers un MOOC en ligne, pour ceux qui maîtrisent un peu l'outil informatique. Mais vous voyez, accompagner les adultes dans l'apprentissage du français, c'est un truc de formation en ligne qui est gratuite aussi. Donc là, il est accessible par tous bénévoles, la plateforme dont on avait parlé lors du module 1, mais on le trouve aussi sur d'autres plateformes. Et ça peut être voilà, des petits outils de formation que si le bénévole a envie de se perfectionner, voilà, c'est assez facile, c'est gratuit, et donc il y en a du présentiel, du distanciel, il y a un peu plein de choses. Autre chose, on a parlé tout à l'heure d'accompagner la prise de responsabilité. Donc, notre conseil d'administration recrute. Donc l'idée, c'est que si vous souhaitez développer votre conseil d'administration ou votre bureau par la suite, mais comme vous le savez, dans nos associations loi 1901, le bureau est élu par les membres du conseil d'administration. On postule d'abord au conseil d'administration et après on passe au bureau. Donc si vous souhaitez faire rentrer des nouvelles personnes au sein du conseil d'administration, c'est important que ça soit dit de manière un peu publique, entre guillemets. Que ça ne soit pas juste, bon, on propose à Michel en off parce que nous, on aimerait bien qu'il nous rejoigne. Oh, mais la Josiane, elle parle un peu trop fort, donc on ne lui en parle pas. En fait, l'idée, c'est que pour être une vraie association démocratique, etc., il y a une information qui passe à tous les bénévoles qui dit notre conseil d'administration a 3 nouvelles places qui vont être ouvertes. Si vous souhaitez postuler, envoyez un mail au président en disant pourquoi. Voilà, tout simplement. Mais que ça soit assez public et assez transparent au niveau de tout le monde. La prise de responsabilité, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir monter au sein de votre conseil d'administration. Donc c'est important que vous identifiez au sein de vos équipes bénévoles qui c'est qui aura justement ces compétences pour pouvoir les accompagner. Ensuite, est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils ont envie d'aller vers ces fonctions d'encadrement, de direction stratégique ou autre? Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et si c'est le cas, si du coup on se dit, bon, ils ont les capacités, ils sont motivés, il faut leur proposer un accompagnement. Donc on a vu des formations, on parlait tout à l'heure par exemple des formations initiation à la comptabilité ou autre, mais il peut aussi y avoir un tuilage, c'est une passation. Par exemple, quelqu'un qui voudrait rentrer au bureau comme trésorier, on va peut-être d'abord lui proposer d'être trésorier adjoint pendant 1 an. Il va donner un coup de main au trésorier, puis après, au bout d'un moment, il va pouvoir passer vraiment trésorier. Donc, c'est capacité plus motivation plus accompagnement égale réussite. C'est un petit truc par rapport à l'accompagnement sur la prise de responsabilité au sein du conseil d'administration. Et puis, un petit point d'information aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, du congé engagement associatif, qui est un congé donc, qui est prévu dans la loi égalité et citoyenneté, qui donne 6 jours par an de congé à tout salarié actif qui souhaite s'engager au sein d'une association. Attention, ce congé n'est pas rémunéré, donc bon, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais il n'est pas déduit de ses congés classiques. Donc voilà, et ça ne marche que si la personne a une fonction élue de direction ou d'encadrement. Là encore, on ne peut pas poser 6 jours de congé pour aller faire la collecte. Par contre, on peut demander 6 jours de congé à son employeur pour participer à différentes instances, bureau, conseil d'administration ou autre. Voilà, je vous donne l'info au cas où, des fois ça peut être utile. Après, comme ce n'est pas rémunéré, il y a quand même peu de gens qui font appel à ça, mais au moins, vous le savez.
Et puis, on a donc laissé partir le bénévole. Alors, quand on a une équipe de bénévoles, c'est une dynamique de groupe. Donc, il faut que la dynamique se passe bien. Et donc, pour ça, là, je n'aurai pas le temps de vous le détailler là, mais on a 2 autres formations qui vont vous être proposées par GESCOD. Une sur l'animation de collectif le 21 mars et une sur la gestion des conflits le 13 juin. Qui seront toutes les 2 en visio, qui sont avec un partenaire spécialisé dans ces dynamiques collectives. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, les informations sont sur notre site internet, et qui permettent justement de créer cette cohésion de groupe. Si malgré tout ça, le bénévole veut partir, alors, c'est pas forcément parce qu'il y a un conflit ou qu'il ne se sent pas bien au sein du collectif, hein, ça se trouve, il part juste parce qu'il a un déménagement ou autre, mais bon, souvent, il y a aussi quand même des fois des conflits au sein des associations, donc on essaiera de vous donner des billes pour les résoudre, mais si on n'arrive pas à les résoudre et que le bénévole souhaite partir, c'est important de le laisser partir, et c'est important de faire ça bien. Pourquoi? On l'a vu lors du premier module, en fait, il y a énormément de recrutement par bouche à oreille, et quelqu'un qui part d'une association, parce que ça s'est mal passé, il va le dire autour de lui. Il va dire, oh bah moi, j'étais bénévole à la Banque Alimentaire, mais alors vraiment, ça s'est pas bien passé avec Michel et Josiane, ils m'en ont mis plein les dents, plus jamais j'irai là-bas, et ça va faire une mauvaise réputation qui fait que vous n'allez pas avoir de potentiel bénévole. Ça marche dans les 2 sens. Hein, on a dit le bouche à oreille, ça va vous ramener des nouveaux bénévoles, mais bouche à oreille négatif, ça vous fait pas des potentiels bénévoles. Donc c'est important de rompre la relation de manière saine et de se faire un petit bilan du bénévolat, de dire bon ok, ça n'a pas marché, je comprends, tu as eu des problèmes avec Michel et Josiane, c'est vrai, ils sont pas toujours faciles, je le reconnais, mais du coup on va quand même faire un petit bilan ensemble, donc tu as pu faire ci, tu as pu faire ça, tu as pu bénéficier de telle formation, grâce à toi, on a pu distribuer plein de repas pendant 2 mois, on a pu faire tant de cours de français ensemble, etc. Enfin, on fait un bilan positif, puis négatif si besoin, mais là c'est surtout positif, hein, de tout ce qui a été fait par le bénévole, et on termine par un petit temps convivial, un discours de remerciement et un petit cadeau. Et c'est important d'avoir ce temps de départ qui fait que la personne, elle part, elle dit, bon, voilà, j'ai essayé d'être bénévole à la Banque Alimentaire, ça n'a pas marché, mais bon, c'est pas grave, j'en garde quand même un bon souvenir, une bonne expérience. Voilà. Et on ne ferme pas complètement la porte. On dit, bon, ok, ça n'a pas marché là, peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être qu'effectivement, le reste de l'équipe ne collait pas par rapport à ta personnalité ou autre, mais n'hésite pas, si un jour tu veux revenir au sein de notre association, la porte sera toujours ouverte. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête, de aussi laisser partir le bénévole. Et donc, je vous remercie pour votre attention, et maintenant, je coupe le partage d'écran pour voir vos visages et répondre à toutes vos questions. Non, mais juste une petite remarque. Effectivement, tout ça, c'est à la fois, on peut se dire c'est du bon sens, mais tant qu'on ne l'a pas formalisé, réfléchi collectivement, voilà, c'est vrai qu'on peut louper des trucs. Donc, je pense que c'est effectivement un bon canevas de process pour accueillir et garder les gens. Merci. Merci pour votre retour. Il y a d'autres contributions ou des questions? C'est très bien. J'ai beaucoup appris. Je pense que ça construit des choses intéressantes. Oui. Alors, un message dans le chat. Je n'ai toujours pas de son, mais merci pour ces informations. Moumina, vous levez la main? Oui, j'ai appris beaucoup de choses, forcément, et je vous remercie. J'avais juste une petite question. Moi, j'aimerais bien avoir, par exemple, le livret d'accueil. Tout ça, si vous pouvez nous envoyer, c'est très bien pour notre association. Et pour les congés, et moi, je suis bénévole dans notre association, mais je suis salariée, je travaille j'ai un employeur. Est-ce que moi, je peux demander, par exemple, le congé des 6 jours par an, parce que parfois, je n'arrive pas à me libérer pour l'association? Ah oui, tout à fait, vous avez le droit, hein, c'est dans le cadre de la loi égalité citoyenneté. Donc, vous pouvez demander le congé à votre employeur, puisque vous avez la fonction de présidente, donc la fonction de direction d'encadrement marche. Donc, vous avez le droit de solliciter le congé. Après, il faut que l'employeur il accepte. Donc, normalement, il doit accepter, hein, c'est la loi. Si vous mettez bien dans votre courrier toutes les références, tout ça. S'il refuse, il doit donner un motif légitime de refus.
Il ne peut pas juste dire « Oh ben non, c'est pas cet assaut, hors de question ». Il faut qu'il réponde. Il a le droit de refuser, mais il faut qu'il réponde en disant « Ce n'est pas possible parce que ça désorganiserait trop le service, parce qu'il n'y a que vous qui savez faire ça le jeudi, par exemple. » Vous voyez ? Mais si il ne met pas un motif comme ça, très précis, etc., en fait, il n'a pas le droit normalement de vous refuser. La loi égalité-citoyenneté permet à tout citoyen de s'engager 6 jours par an. Alors par contre, bien entendu, comme on le disait, c'est pas payé, mais du coup, ça c'est pas déduit de vos congés actuels et ça peut des fois être pas mal si justement vous n'avez plus de congés, plus de RTT ou l'employeur est un peu difficile, d'utiliser tout partie de ces 6 jours. Hein. Vous pouvez demander les 6 jours, mais vous pouvez demander aussi qu'une journée. Hein. C'est comme vous voulez. Okay, merci. Je vais essayer parce qu'en fait, souvent, j'ai besoin si, par exemple, quand on travaille pour l'association, présenter des choses, en fait, on n'arrive pas à se libérer parce qu'on travaille. Et soit on est obligé de poser une journée des RTT, ou donc ce serait intéressant s'il veut bien, de profiter de... Souvent, en fait, c'est pour l'association aussi qu'on s'est libéré et pouvoir présenter l'association quelque part. Ouais, faites référence à la loi égalité-citoyenneté. Normalement, si vous mettez tout bien dans votre courrier, il devrait dire oui. Très bien. Puis je trouvais ça très intéressant aussi. J'ai noté bénévole individualisé. C'est vrai qu'il y a des personnes, nous, qui payent une adhésion, qui ne sont pas forcément là où on est, qui ne participent pas forcément aux activités qu'on fait parce que c'est Toulouse ou parce que parfois c'est à Paris. Et c'est vrai qu'on donne un petit compte rendu de ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que c'est mieux de dire bonjour à un tel au lieu de dire bonjour à tous. Je trouvais ça pertinent. Alors ça, c'est quelque chose, je rebondis sur ce que vous dites, parce que si on a beaucoup d'adhérents qui ne sont pas vraiment engagés dans l'association, par exemple des personnes qui ont pris les adhésions pour soutenir l'association en disant oh, c'est super, qui sont un peu partout en France, par exemple, ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau de votre assemblée générale. Il faut que vous ayez un quota, normalement c'est dans vos statuts, parfois il faut 2/3 des présents pour que vous puissiez voter des choses. Et si on rentre trop d'adhérents qui sont un peu partout, qui ne viennent pas en vrai, qui ne donnent pas de procuration, qui ont juste pris l'adhésion pour soutenir, mais qui ne vont pas venir à l'Assemblée générale, parfois ça peut mettre en difficulté certains votes. Et dans ce cas, pour prévenir ce problème-là, on a parfois différents niveaux d'adhésion au sein de ces statuts. Des adhérents, des membres soutiens, des bénévoles, enfin parfois on a différents niveaux, et ce qui fait qu'en fait, ceux qui vont voter, c'est les adhérents, on sait qu'ils seront là, et puis le membre soutien, il donne juste 20 €, mais il ne votera pas, par exemple. Donc, gardez ça en tête. Si vous en avez trop, au bout d'un moment, là, j'ai bien compris, pour le moment, c'est le début, ça va. Mais si au bout d'un moment, vous avez plus de personnes qui sont à Toulouse, Paris, Marseille, qui ne viennent pas, qui ne répondent pas aux mails, que de gens vraiment qui sont au sein de votre association active, vous pourrez peut-être avoir un problème à l'Assemblée générale lors des votes. D'accord. Yao Kalépé, vous levez la main. Merci Léla. La formation d'aujourd'hui nous a beaucoup servi. Comme je vous l'avais dit, nous sommes une association humanitaire qui reçoit des bénévoles depuis 2012. Et, je pense que nous mettons déjà en pratique certains conseils. Et là, nous allons encore ajouter certaines notions de cette formation que nous avons eue aujourd'hui pour que nous puissions vraiment fidéliser dans les prochains jours les bénévoles que nous aurons toujours. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous pour votre participation. Je note Alexia qui doit y aller. Bonne journée Alexia. Et Elisabeth. Moi, je vous remercie aussi. Je sais qu'il y a 2 personnes qui ne pouvaient pas être présentes sur ces 2 modules. Et je voulais savoir si vous reconduisez régulièrement cette activité de formation. Oui, alors on les reconduit régulièrement. Je ne sais pas si c'est régulièrement, mais on propose ces modules une fois par an. Par contre, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Ils peuvent les regarder en replay. D'accord. Là, le module 1 est déjà sur notre chaîne YouTube. Je vous avais envoyé le lien, si je ne me trompe pas. Sinon, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Et là, le module 2 le sera demain après-midi, le temps que ça charge, avec ma connexion VGN, peut-être demain soir.
Et sur cette, enfin pardon, hein, il y a aussi ce que vous appelez vos slides, là, toutes les pages que vous nous avez montrées. Je vous les ai envoyés par mail. Vous n'avez pas reçu mon mail suite au premier module? J'avais envoyé les moi, je n'ai pas reçu. Et donc, je pensais moi, je n'ai pas reçu. Mais je vais vérifier. Je n'ai pas vu mes spams récemment. Donc, non, mais je suis sûre que votre adresse était dedans. et.monera@débrouillonnette.org. Oui, c'est ça. Ouais, donc vous regarderez. Sinon, vous me faites un petit mail et je vous le renvoie. Je vous ferai un vous envoie voilà. Je vous ferai un mail si je ne le retrouve pas dans les spams. OK. Donc, effectivement, comme dit Yaoka Lépée, je vous envoie les documents de formation par mail, comme la dernière fois, et le vidéo de replay. Très bien. Donc, vous les faites une fois par an? Oui. Une fois par an, OK. Moi, je peux avoir le premier module, du coup? Oui, ça marche, je vous le renvoie. Parfait. Hop, je me note. Envoyer le module 1 à Moumina, c'est fait, ça sera fait demain. Parfait. D'autres questions, d'autres remarques? Non, j'en vois quelques-uns qui se déconnectent, donc je me dis qu'on achemine tout doucement vers la fin de cette formation. Donc je vais couper l'enregistrement. À savoir que donc on reste